Montréal et aussi ici à l'UQAT, à notre centre de Montréal. Ses intérêts portent particulièrement sur la ludification des systèmes sociaux et à l'engagement des utilisateurs. Il est le cofondateur d'Affordance Studio, une entreprise qui se spécialise dans le design de jeux. Très impliqué dans le milieu du jeu indépendant, il est aussi un des cofondateurs de la coopérative La Guilde des développeurs de jeux vidéo au Québec. L'objectif de cette guilde est de soutenir les studios québécois à travers le partage des ressources et de savoir. La coop compte 65 studios qui représentent plus de 600 emplois au Québec. Et le titre de sa conférence plénière d'aujourd'hui, c'est « Qu'est-ce que la ville jouable ?» Juste avant de céder la parole à Pascal, juste vous mentionner que on va avoir l'honneur d'écouter Pascal avec sa conférence plénière. Et ensuite, il va y avoir une pause suivie d'un premier panel sur les villes intelligentes. Et ce premier panel devait originalement compter 3 panélistes, mais nous n'en avons finalement que 2 aujourd'hui, ce qui nous donne un peu de latitude au niveau de l'horaire. Donc, on avait prévu initialement 1 heure, disons une quarantaine de minutes pour la conférence de Pascal avec un échange par la suite. On va pouvoir être un peu plus flexible et la même chose pour les panélistes qui parlent après la pause. On va pouvoir être un peu plus accommodant que d'habitude vous tapez sur les doigts après 20 minutes. Donc voilà, et c'est moi qui aurai le plaisir d'animer ensuite la période d'échange et de questions. Donc sans plus tarder, je cède la parole à Pascal et bon après-midi. OK, je vais commencer. Donc, je vous remercie beaucoup. Tout l'honneur est pour moi, en fait, d'être ici aujourd'hui. Je suis super content aussi de pouvoir parler de villes jouables ou de jeux en général. Depuis les 10 dernières années, il y a vraiment de plus en plus d'intérêt et d'engouement pour le jeu. Je pense que c'est quelque chose de positif. En général, quand on parle de jeux au Québec ou à Montréal, on en parle surtout pour parler de création d'emplois, de valeurs. Mais en général, quand ça revient dans les médias, il n'y a pas si longtemps que ça, on avait dans une des émissions importantes d'information au Québec, une émission qui s'appelle Tout le monde en parle, qui est un spin-off de la variante française. On avait un entrepreneur montréalais qui parlait du suicide de son fils. Puis sporadiquement, ça revient un petit peu dans les médias que le jeu crée des addictions, que le jeu crée des individus qui sont asociaux. Puis on est encore souvent pris avec ce stigmate-là. Donc, tout le mouvement des jeux sérieux, tout le mouvement des villes jouables permettent un peu de réhabiliter un peu l'activité du jeu puis permettent de le mettre en contexte. C'est pour ça, souvent que j'aime, je ne vais pas trop me représenter. Donc, j'ai fondé un studio de jeu qui s'intéresse aux jeux sérieux. J'enseigne le design de jeux vidéo, puis je suis très impliqué aussi dans la communauté des développeurs de jeux du Québec. Donc, j'aime bien commencer mes présentations par juste avoir un peu le pouls de l'auditoire. Juste par curiosité, qui ici se considère être un joueur ou être un gamer par main levée? Donc, c'est déjà pas mal, les plus jeunes. Qui consacre du temps, merci, qui consacre du temps à des activités ludiques chaque semaine, même si ce n'est pas nécessairement des jeux vidéo? Par exemple, jouer avec les enfants ou même juste être dans une attitude ludique au travail. C'est quand même pas mal. On a environ 3/4 de la salle qui lève la main, donc c'est super positif. Quand on fait ces présentations-là, normalement auprès de fonctionnaires, parce qu'on est souvent appelé à travailler avec différentes parties prenantes, on a en général 25% de la salle qui ose lever la main, puis on a encore 75% des gens qui n'osent pas trop lever la main, parce qu'on est encore pris dans le paradigme où le jeu appartient à l'univers un peu des enfants. Donc jouer, c'est un peu improductif. Jouer, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment sérieux versus être un travailleur ou versus travailler à des activités qui sont plus, on va dire, intellectuelles. Pourtant, il y a tout un corpus de recherche qui montre à quel point le jeu est essentiel dans l'apprentissage, dans la socialisation des enfants, par exemple, des citoyens. Mais encore plus, Einstein disait que le jeu est la plus haute forme de recherche. Donc, le jeu a des propriétés vraiment qui nous permettent de créer, de transcender, de faire des liens avec les autres. En fait, je vous présente ici le travail de Stuart Brown. Stuart Brown, c'est un psychiatre américain qui a passé les 20 dernières années de sa vie à étudier l'effet du jeu chez les animaux puis l'effet du jeu chez les humains aussi. Il a publié une tonne de recherches, puis il y a un super bon TED Talk d'une 15aine de minutes qui résume un peu ce que Stuart Brown a découvert dans ses 20 années de recherche.
Une des choses intéressantes que Stuart Brown a découvert dans une étude longitudinale sur plusieurs années, c'est qu'il y a juste un type d'être humain qui est incapable de rentrer dans des relations de jeu avec d'autres êtres humains, puis c'est les psychopathes puis les asociaux. C'est les seuls êtres humains qui ne sont pas capables de rentrer dans une relation de jeu avec d'autres êtres humains. Donc en général, quand je commence ces présentations, j'essaie d'identifier un peu qui n'a pas trop levé la main. Puis, je ne leur demande pas de reconsidérer leur position parce que c'est la dernière chose que je veux faire, choquer un potentiel asocial. Mais c'est clair que vous devriez tous ouvrir ou avoir un espace pour le jeu dans vos vies, juste d'un point de vue bien-être. Donc, avant de rentrer vraiment dans les villes jouables, juste 3 choses qui sont super intéressantes sur les jeux, puis pourquoi le jeu est une activité qui est si intéressante, puis si essentielle que ça pour développer la créativité, pour le bien-être. Le premier, c'est le cercle magique. En design de jeu, c'est vraiment la notion numéro 1 de l'activité ludique. Ça a été proposé par un sociologue tchèque, Huizinga, dans les années 30. Puis dans son livre Homo Ludens, il disait que non seulement le jeu est générateur de culture à travers l'interaction dans le cercle magique. Le cercle magique, c'est un peu un genre de suspension of disbelief. Pour être capable de rentrer dans une relation de jeu avec un autre être humain, je dois être capable pendant un certain temps de faire abstraction du contexte réel, je dois être capable de faire abstraction des règles de la société, puis je vais devoir me accepter les règles du jeu. Donc le jeu est super intéressant parce qu'il offre un espace de sécurité. À l'intérieur du cercle magique, je peux être autre chose que moi-même, je peux échapper à la réalité, puis je peux jouer le rôle de quelqu'un d'autre, ou à travers, par exemple, le jeu d'échecs, je peux jouer un système ou expérimenter un système. La deuxième chose très intéressante avec le jeu, les jeux vidéo ou les jeux en général, c'est l'interactivité du média. Par rapport aux autres médias qui donnent l'information en général sous une forme linéaire, c'est-à-dire qu'il y a un émetteur puis un récepteur, dans le jeu, je joue le message. Frasca a écrit sa thèse de doctorat sur Play the Message. Yann Bogas a parlé beaucoup de rhétorique procédurale, mais c'est un peu la différence majeure entre les jeux vidéo et la réalité. Je peux exprimer la guerre à travers une photo qui est statique, qui représente le point de vue de celui qui prend la photo ou celui qui l'émet, mais à travers le jeu, vraiment, à travers les rhétoriques, à travers la procédure du jeu, à travers l'interaction avec le jeu, je peux expérimenter, par exemple, la guerre, ou en tout cas comprendre la guerre d'une autre façon. Donc, c'est un des intérêts du jeu comme outil d'apprentissage, outil de socialisation, puis outil de partage. Finalement, l'engagement aussi, les jeux sont très intéressants du point de vue de l'engagement, surtout parce que la plupart des jeux reposent sur les 3 piliers que la plupart des psychologues nous donnent comme étant les piliers essentiels à la motivation. Donc si on prend par exemple la théorie de l'autodétermination, les 3 piliers qui font qu'un être humain va être impliqué, va être motivé à faire une tâche, c'est ça, on retrouve au moins un des 3 piliers qui sont représentés sur le dé. L'autonomie, ça veut dire la possibilité de faire à mon rythme, comme j'ai envie, de ne pas appliquer une recette qui est préétablie. On me donne une tâche à faire, par exemple dans un emploi, puis où je dois appliquer une recette, puis vraiment appliquer les tâches de façon linéaire. Je dois faire ce qu'on me demande de faire. Mais si j'ai de l'autonomie, j'ai le droit de décider comment je vais faire la tâche. J'ai le droit d'appliquer ma propre recette. Donc ça, c'est quelque chose que les jeux en général offrent, parce qu'ils offrent rarement un chemin linéaire, mais plusieurs façons d'arriver à une solution. En tout cas, les bons jeux, Sid Meier's disait qu'un bon jeu, c'est un jeu qui offre des choix significatifs et des choix intéressants aux joueurs. Les compétences aussi, les jeux sont construits comme des systèmes qui permettent une progression. Donc, dans un jeu, je commence avec des tâches simples, puis le jeu devient de plus en plus complexe. Je sens la progression à l'intérieur du jeu, tout ce qui est lié à la mastery, donc c'est quelque chose d'important. Si je prends des cours de violon, par exemple, puis pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne progresse pas, je risque de perdre ma motivation pour le violon. Donc, n'importe quoi, que ce soit dans l'emploi ou n'importe quel autre secteur d'activité humaine, être capable de développer sa compétence, de se sentir progresser, c'est quelque chose d'important pour être motivé, puis les jeux le font bien. Puis finalement, le relatedness, souvent on dit aussi le purpose, le fait que je fais une tâche ou que je participe à quelque chose qui est transcendant. C'est pas juste moi qui participe à cette chose-là, mais c'est moi et toute une communauté. Ça aussi, c'est un vecteur important de la motivation. Si c'est pas juste moi qui est en train de faire quelque chose, mais c'est moi puis un groupe de gens qui est en train de faire quelque chose, je risque d'être motivé, puis les communautés de joueurs sont en général super engagées. Donc, la conclusion de cette petite première partie-là, c'est l'inclinaison ludique ou les aptitudes ludiques sont universelles. Tous les humains sont aptes à jouer.
sauf si vous êtes un psychopathe. Ce que je propose comme sommaire pour la présentation, c'est un peu voir d'où vient le concept de ville jouable. Et puis pour ça, je pense qu'il faut vraiment s'intéresser à la confluence de trois mouvements qui conduisent à cette possibilité-là qu'est la ville jouable. Donc les mouvements citoyens, le mouvement des jeux sérieux, puis les cycles d'innovation, les possibilités technologiques à l'heure actuelle. Après, on va voir quelques approches puis quelques projets de jeux sérieux. J'en ai mis une dizaine dans mes slides, mais ça se peut qu'on passe plus vite à travers ces exemples-là si jamais on manque de temps. Puis finalement, je pense que c'est intéressant juste d'avoir une petite réflexion à la fin de la présentation sur peut-être les potentiels risques d'utiliser les jeux ou la gamification. C'est-à-dire qu'on peut les utiliser vraiment comme levier d'engagement, puis on peut les utiliser comme outil de solution de problèmes, mais en même temps, il y a un certain risque. Puis je présenterai un ou deux projets qui illustrent les risques des jeux aussi, auxquels il faut être conscient. Juste aussi, avant de poursuivre, si jamais vous voulez m'interrompre à un moment ou un autre de la présentation, n'hésitez pas à lever la main. Je suis plutôt habitué d'être dans un contexte socio-constructiviste à l'UQAT, puis à l'Université de Montréal. Donc, si jamais vous voulez intervenir, vous avez quelque chose, vous voulez me corriger, n'hésitez pas. En général, quand j'enseigne, j'ai des étudiants qui sont sur Wikipédia puis qui vérifient ce que je dis au fur et à mesure. Donc, si jamais je dis quelque chose qui est plus ou moins qui est erroné, ben on corrigera le tir tous ensemble. Donc, le concept des villes jouables, pour vraiment comprendre le concept des villes jouables, je pense qu'il faut vraiment revenir à la proposition de la Nouvelle-Babylone. Juste par curiosité, qui a entendu parler ou connaît la Nouvelle-Babylone, ou l'artiste et architecte Constant Ioannis Novalicus? Non? OK. C'est plutôt un mouvement artistique. À l'origine, son projet qui date des années 60 visait vraiment à réfléchir les villes modernes. Donc, on partait du concept que les villes sont un peu le produit du siècle des Lumières, le produit de cette idée-là, cette idée enthousiaste-là que la technologie allait nous permettre de régler à peu près tous les problèmes humains. La plupart des villes ont été construites sous un format assez fonctionnel. Ça veut dire permettre à des employés de se rendre au travail pour travailler puis revenir à la maison. Donc, lui dénonçait un peu ces villes-là construites sur un modèle capitaliste dans lequel vraiment tout était construit autour de l'homo faber, donc l'homme qui travaille. Ce qu'il proposait, c'est de réfléchir les villes pour l'homo ludens, un homme qui est un peu affranchi juste de l'activité de travail, des villes qui proposent en fait, qui se construisent pour un homme un peu plus nomade, dans lequel l'exploration est quelque chose d'important, dans lequel le voyage est quelque chose d'important, dans lequel la découverte est quelque chose d'important. Donc son projet, les types d'architecture, d'urbanisme qu'il proposait, étaient des villes qui étaient basées sur la découverte, sur la mobilité, puis sur le partage. Donc il y a une tonne de sketchs. Évidemment, c'est un projet qui est utopiste. Il n'y a jamais aucun modèle qui a été appliqué, mais c'était un peu le début du mouvement situationniste qui proposait vraiment aux hommes de se réapproprier les villes. Donc, en parallèle, puis un peu dans la même mouvance, tous les mouvements citoyens modernes sont issus un petit peu de cette même on peut dire, idéologie-là, cette méfiance envers, on va dire, les institutions. Pas nécessairement d'un point de vue revendicateur, mais par exemple, juste avec mon entreprise, quand je dois correspondre avec le gouvernement canadien, je dois encore envoyer des fax parce que c'est leur façon de travailler. J'ai des amis qui travaillent dans des hôpitaux, puis la structure administrative est encore hyper lourde. Par exemple, le bureau de la ville intelligente à Montréal a été créé surtout afin de pouvoir mapper un peu l'ensemble du réseau technologique qu'ils doivent gérer. Puis c'est vraiment un capharnaüm total. Ça s'est construit par vagues à différents moments. Puis c'est vraiment compliqué à gérer. Donc, dans le mouvement de Occupy, il y a comme une sorte de volonté, justement, un peu comme dans la mission de l'UQAT, de remettre l'humain au centre des décisions qui sont prises en termes d'urbanisme, puis de se réapproprier des espaces publics, un peu dans une optique contestataire. Puis le mouvement Occupy suit un peu le mouvement altermondialiste. Donc, c'est pas un mouvement qui est né au 21e siècle.
Puis il est aussi à 100%, ce mouvement-là, on va dire, aligné avec tout le mouvement de l'économie puis de l'innovation sociale. Une des tendances fortes dans lesquelles le gouvernement du Québec investit à l'heure actuelle. Vraiment une volonté de remettre les humains, les acteurs au centre des processus de décision puis de création. Donc, on a une tonne de projets à Montréal sur de l'agriculture urbaine, puis on a une tonne de projets qui sont issus de cette mouvance-là. Donc, juste pour résumer un peu, c'est un peu ce que un des urbanistes brésiliens disait quand il a cofondé, puis on va le voir un peu plus loin, le concept de Playable City. Vraiment, le but, c'est de permettre à des êtres humains de sortir un peu des mégapoles du 21e siècle qui sont froides, qui sont axées sur la productivité, puis plutôt de leur permettre de briser un peu l'isolement des villes modernes. Peut-être une des dernières choses aussi qui est importante, puis c'est peut-être un peu moins lié avec tout le mouvement de réappropriation, on va dire, des espaces urbains. Il y a l'idée aussi du stress. Le stress, c'est quelque chose de positif, puis d'un point de vue biologique, c'est quelque chose que la nature nous a donné pour être capable de faire face à des situations qui sont dangereuses ou qui menacent la survie. La réponse naturelle au stress, c'est une réponse ou de fuir. Puis il y a des études, en tout cas, il y a un biologiste français, Henri Laborit, qui a fait beaucoup d'études sur le stress. Je vous encourage à lire L'éloge de la fuite. Pour moi, c'est vraiment un livre de chevet qui vaut la peine d'être lu. Puis il s'intéressait justement au stress dans un contexte moderne. C'est-à-dire, dans un contexte naturel, si je suis face à un ours puis je dois réagir, grâce à la situation de stress, je vais mobiliser mon adrénaline puis je vais être prêt à faire face, soit à me défendre, soit à me sauver. Mais qu'est-ce qui arrive dans une ville moderne dans laquelle le stress vient du fait qu'il y ait du bruit, que le stress vient du fait que j'ai un patron qui me demande de faire des choses qui sont irréalistes ou pas alignées avec ce que j'ai envie de faire? Mon corps produit quand même cette adrénaline-là, me produit quand même toutes les ressources dont j'ai besoin pour réagir, mais là, la réaction que je peux donner n'est pas une réaction de fight, parce que si jamais je me bats avec mon patron, je risque d'avoir des problèmes, ni de flight, parce que, flight dans certains cas, mais bref, donc il y a une sorte de mauvais alignement entre le stress moderne et puis la capacité ou la possibilité d'exutoire. Si on revient un petit peu à Henri Laborit, lui-même proposait qu'il y avait 3 façons de faire face au stress dans la vie. Soit de prendre sur nous, ça veut dire d'intérioriser. Puis dans les études qu'il a fait, ça mène à des comportements qui sont dépressifs ou suicidaires. Soit je peux me battre, donc l'agressivité, ça me permet de rester sain. Ou soit je peux fuir, puis lui, dans l'éloge de la fuite, dit il faut fuir. Il faut fuir dans des univers qui sont imaginaires, il faut fuir dans l'art, il faut fuir dans le théâtre. Évidemment, les jeux vidéo sont des espaces de fuite qui sont exceptionnels. Juste dans l'idée aussi de réappropriation des espaces urbains, il y a aussi un psychologue américain, Peter Gray, qui travaille depuis 30 ans sur les espaces de jeu dans les villes. Donc lui dit que le 21e siècle, les villes modernes sont des villes qui sont méchantes pour les enfants. C'est des villes dans lesquelles les enfants sont plus pris en considération. Même si on a encore des terrains de jeu pour les enfants, on a très peu d'espace de jeu pour les enfants. Proposait que dans les années 60, par exemple, la journée d'école durait maximum 6 heures. Aujourd'hui, les journées d'école pour les jeunes commencent en général en même temps que les parents à 7 heures le matin puis se terminent à 5-6 heures le soir. Les enfants sont toujours dans un contexte où ils sont supervisés. C'est rare, même dans la cour d'école, qu'on leur donne un espace pour pouvoir vraiment jouer de façon libre, de façon autonome. En général, il y a toujours un surveillant, puis même quand ils vont au parc avec les parents, parce que justement, on ne fait pas confiance aux étrangers, on a aussi de la supervision parentale. Donc, à une époque où, quand on rentrait de l'école, quand j'étais plus jeune, j'ai grandi dans une région aussi du Québec, où on avait l'opportunité d'aller jouer pendant des heures dehors sans avoir la supervision parentale. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est pratiquement impossible. Encore possible dans certaines régions, mais c'est sûr que dans un milieu urbain, c'est plus du tout quelque chose de possible. Puis ce qui est intéressant dans les études de Peter Gray, c'est qu'il y a vraiment une corrélation entre le taux de dépression chez les jeunes puis le déclin de l'activité ludique ou le déclin des espaces de jeu.
Donc, les villes réagissent un peu à ça. Par exemple, c'est un nouveau projet, mais Belleuil vient de lancer un projet pilote dans ma rue on joue. Puis il y a des exemples comme ça un petit peu partout. Je vais montrer aux États-Unis, il y en a plusieurs. Ils ont décriminalisé le jeu dans les rues. Donc à Belleuil, n'importe quelle famille qui décide de s'approprier la rue pour faire un jeu, non seulement on leur donne accès à du matériel, des ballons, des filets pour jouer au hockey ou quoi que ce soit, mais en plus on leur donne la possibilité de fermer la rue avec des cordons, bloquer la rue, puis les automobilistes ne peuvent plus passer dans cette rue-là. Exactement enligné. Ça fait plus de 20 ans qu'il y a un groupe aux États-Unis, Kaboom, qui, dans le fond, est un organisme à but non lucratif puis qui vise à créer des espaces de jeu, des terrains de jeu pour des enfants dans des villes. Donc, si vous allez sur leur site, ils ont fait une tonne de projets super intéressants. Ça veut vraiment d'aménager des parcs à se réapproprier des rues. Puis finalement, je pense que le concept de Playable City, si vous faites juste une recherche de ville jouable, est très lié à une initiative qui a été co-lancée par le Brésil puis l'Angleterre, où vraiment on vise à ramener le jeu au cœur des villes. Donc on a fait une tonne de projets, par exemple des glissades d'eau urbaines, des chasses au trésor. Donc vraiment, on essaie d'offrir des espaces de jeu à l'intérieur des villes. Puis le mouvement Playable City qui a commencé il y a quelques années, surtout en Angleterre puis au Brésil, est déjà en train d'essaimer. Puis il y a des projets qui ont été développés un peu partout sur plusieurs continents. Donc, les tendances qu'on voit maintenant, c'est ne plus attendre nécessairement après les institutions. On voit les mouvements citoyens qui décident de se réapproprier, on va dire, l'espace public, mais se réapproprier aussi les technologies puis se réapproprier les idées. Donc, ces différents buzzwords-là sont appliqués un peu partout dans les villes. J'ai des amis qui sont des biohackers dans des makerspaces. Ils ont de l'espace pour faire de la recherche, sur la génétique, tout ce qui est open data, plein de projets de citizen science s'inscrivent exactement dans ce mouvement-là. Donc, avoir accès à la technologie, avoir accès aux données, puis se réapproprier le savoir, puis pouvoir constructivement l'utiliser pour faire avancer des projets. Le crowdfunding aussi fait 100% partie de cette idéologie-là ou cette mouvance-là qui est propre au 21e siècle, où les citoyens décident de se réapproprier les moyens de production et les moyens de savoir. Si on parle un peu du mouvement des jeux sérieux et de la ludification, donc le terme jeu sérieux est un peu malheureux, c'est pas un terme qui est nouveau. Juste par curiosité, qui avait entendu parler de jeux sérieux? OK, fait que pas quand même tout le monde. C'est pas quelque chose de nouveau, ça nous date de 1970, puis on peut dire que la définition pour l'instant qui fait école, elle a été proposée en 2005 par Michael Esham, c'est tout jeu qui vise autre chose que le pur divertissement. Donc, c'est la définition qui est en général utilisée, puis c'est une définition qui est un petit peu malheureuse, parce que la plupart des jeux auxquels moi j'ai aimé jouer quand j'étais jeune étaient tous des jeux qui m'ont enseigné une tonne de choses, mais qui ne répondent pas nécessairement aux critères ou la définition des jeux sérieux, dans la mesure où c'était des jeux qui ont été réfléchis 100% pour le pur divertissement. Mais avec Civilisation, j'ai appris à gérer à court terme puis à gérer à long terme. Avec SimCity, j'ai aussi fait de l'urbanisme. Avec Carmen Sandiego, j'ai appris la géographie. Donc, il n'y a pas de définition encore qui fait consensus sur ce qu'est un jeu sérieux. Julian Alvarez, un chercheur français, est celui qui a proposé la définition qui est en général la plus juste, mais qui est quand même un peu complexe. Pour réussir à faire un bon jeu sérieux, il faut être nécessairement dans un contexte ou dans un paradigme de travail ou de création, de co-création qui soit multidisciplinaire. Donc, non seulement ça prend des designers de jeux, mais ça prend aussi ce qu'on appelle en anglais des instructional designers ou en français des technopédagogues, puis ça prend aussi évidemment des experts en contenu. C'est super difficile de faire un bon jeu sérieux, puis honnêtement, il y a très très peu d'exemples de bons jeux sérieux à ce jour, parce que c'est difficile de faire travailler ces gens-là ensemble. Déjà, faire un bon jeu vidéo, c'est quelque chose de super complexe, c'est quelque chose de très compliqué, parce qu'on fait travailler des gens ensemble qui ne devraient pas nécessairement travailler ensemble. On fait travailler des artistes qui, en général, voient le monde en fonction de subjectif, de c'est beau ou pas beau. On fait travailler des programmeurs qui voient le monde en fonction de conditions booléennes, le système marche ou il ne marche pas. On fait travailler des designers, des producteurs, des gens de marketing qui ont chacun une vision différente du monde. Mais pour faire un bon jeu sérieux, en plus de ce qui est déjà difficile, on ajoute des experts en contenu, on ajoute des technopédagogues, donc ça rend la production encore plus compliquée.
Les jeux qui sont plus intéressants pour ce qui touche la ville jouable sont issus d'un mouvement qu'on appelle des jeux à impact social. Puis le mouvement Games for Change, qui a un peu plus de 10 ans maintenant, a vraiment fait la promotion de ces jeux-là. Donc, soit des jeux qui sont utilisés dans l'éducation, dans la santé, mais beaucoup de jeux aussi, on va voir, qui permettent à des gens de vivre ou de jouer leur ville. Puis on va voir certains exemples un peu plus loin dans la présentation. Juste pour montrer un peu ce que les jeux sérieux peuvent faire, qui a entendu parler du projet Fold It? Qui est très peu de personnes. Ce projet-là est super intéressant. Il commence aussi un peu à dater, mais je pense que c'est un des jeux qui est le meilleur ambassadeur pour ce que les jeux sérieux peuvent faire. Ça peut être 100% appliqué, on va le voir dans le concept des villes du 21e siècle ou des villes intelligentes. Donc, il y avait une maladie, j'ai oublié c'est quoi le nom de la maladie, mais c'est une maladie dans laquelle il y a une protéine qui se recourbe mal en 3 dimensions. Donc, il y avait de la recherche depuis une dizaine d'années qui se faisait sur pourquoi cette protéine-là se recoupe mal. Il y a des équipes de chercheurs aux États-Unis, au Japon, qui travaillaient depuis une dizaine d'années sur le problème. La bioinformatique ne pouvait pas vraiment aider, même si les algorithmes filtraient, ils avaient de la difficulté à voir si c'était une configuration possible ou non possible. Donc, ce que des gens de l'Université de Washington ont fait, c'est qu'ils ont utilisé des modèles 3D de repliement des protéines qui existaient déjà. Puis ils ont dit, on va juste mettre des règles, on va transformer ça un peu comme un jeu de puzzle. Puis on va le donner à la communauté de joueurs. Donc, dans Fold It, on n'a pas besoin d'avoir aucune connaissance en biochimie. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on apprend à jouer à un jeu de puzzle. On recoupe des protéines, puis quand on a un recouvrement qui est parfait, on a beaucoup de points. Puis quand on a une mauvaise reconfiguration, moins de points. Donc, d'après vous, quand ils ont lancé le jeu en 2007, si je me rappelle bien, ça a pris combien de temps à la communauté de joueurs pour résoudre le problème que des chercheurs depuis 10 ans essayaient de solutionner? Est-ce que quelqu'un a une idée? 2 minutes. 2 minutes, ça aurait été épique. 10 jours. Oui, on est dans les 10 jours, environ 2 semaines. En 2 semaines, 100 000 joueurs ont résolu le problème, puis ils ont trouvé comment la protéine devait se regrouper, reconfigurer. Ils ont trouvé la protéine qui était responsable de la maladie. Donc, ce projet-là a fait école, puis il y en a une tonne maintenant. Une entreprise suisse qui s'appelle MMOS, Massively Multiplayer Online Science, vient d'incorporer un module dans EVE Online qui reprend des problèmes de sciences modernes puis qui permettent aux joueurs de EVE Online de résoudre les problèmes. À Montréal, à l'Université de McGill, il y a un projet qui s'appelle Philo qui reprend exactement les mêmes problèmes. Donc, on prend des problèmes que la bioinformatique ne peut pas régler, puis on le donne à une communauté de joueurs qui est engagée, puis on voit ce que ça donne. Ben, ça donne, trouve des solutions. Donc, Play the City, qui est un organisme néerlandais qui utilise un petit peu le même concept, crée des situations de jeu autour d'aménagement urbain et puis permettre à différentes parties prenantes de travailler ensemble pour trouver des solutions. Donc, c'est pas dans la même optique que Fold It, c'est pas vraiment crowdsourcer le problème, mais ça permet quand même de regrouper tous les acteurs autour d'un immense tableau de jeu puis de voir comment est-ce qu'on peut régler des problèmes. Donc, pour tout ce qui est prospective, par exemple, les jeux sont de plus en plus utilisés. Des jeux sérieux, il y a un nouveau courant aussi qui a émergé depuis les années, surtout depuis 2010, puis c'est Jen McGonigal qui a pas mal mis le terme en 2010 dans une conférence TED Talk. On parle de gamification. La gamification depuis a essaimé, surtout dans le milieu, surtout pour tout ce qui est conçu. Donc, la gamification par rapport aux jeux sérieux, la définition qui aujourd'hui est acceptée, c'est celle proposée par Sébastien Letterding il y a 2-3 ans. L'utilisation d'éléments de design de jeu dans un contexte qui n'est pas un jeu. Donc, contrairement à un jeu sérieux, on ne construit pas un puzzle, on ne construit pas un jeu. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des éléments qui viennent du design de jeu. Que ce soit des tableaux de bord, que ce soit du UI, que ce soit des badges, que ce soit des points, une progression, n'importe quoi qui fait que dans un jeu, ces éléments-là créent de l'engagement, ben, on essaye de l'appliquer dans un autre contexte que celui du jeu vidéo. Donc, surtout pour tout ce qui est consumériste, il y a une tonne d'applications de gamification. En fait, c'est dans ce domaine-là où il y a eu vraiment une explosion de l'industrie. Plusieurs entreprises valent aujourd'hui des centaines de millions de dollars en quelques années seulement d'existence. Puis ils font des projets qui sont un peu calqués sur les Air Miles, toujours liés à tu gagnes des points, puis tu peux échanger ces points-là contre des cadeaux.
Au travail aussi, on essaie de plus en plus d'utiliser des applications de gamification. Badgeville, par exemple, a construit toute une plateforme qui permet de faire que quand un employé arrive à l'heure, il gagne des points. Quand un employé remet son travail à temps, il gagne des points. Puis donc, on essaie de fidéliser un peu les employés, puis on essaie d'augmenter la rétention des employés, puis augmenter leur productivité à travers des applications qui utilisent des concepts de jeu. Pour tout ce qui est de la gamification urbaine, il y a eu plusieurs projets qui ont été faits, puis on va en montrer quelques-uns. Je pense que Foursquare montre bien ce que ça pouvait ou quelle forme ça pourrait prendre la gamification urbaine. Qui connaît Foursquare? Pas trop de monde. Pourtant, ça a été une application qui a été assez virale il y a quelques années. Puis elle est aussi rapidement, elle est devenue virale, aussi rapidement, elle a disparu un peu de la carte. Puis Foursquare, dans le fond, reprenait exactement tout ce que les systèmes de gamification modernes reprennent. C'est souvent ce qu'on appelle le modèle BLAP pour Badge, Leaderboard, Achievement, puis Points. Donc la plupart des systèmes de gamification se construisent sur ces éléments-là qu'on retrouve dans les jeux vidéo pour essayer d'augmenter l'engagement de quelqu'un. Donc dans Foursquare, quand j'arrivais dans une place, je pouvais me connecter sur l'application, dire je suis ici, puis là je gagnais des points parce que je suis ici. Puis si j'étais celui qui était le plus souvent dans cette place-là, ce restaurant-là, ce bar-là, je devenais le maire de l'endroit. Puis ça s'arrêtait un peu là. Puis évidemment, ben, on utilisait, pour ceux qui étaient les plus engagés, on leur donnait accès à des cadeaux ou des récompenses. Le problème un petit peu avec cette forme de gamification-là, puis il y a plusieurs auteurs qui la critiquent. Par exemple, Yann Bogas a été un des plus grands pourfendeurs de la gamification, mais d'autres auteurs aussi, comme Ralph Koster par exemple, ou Jesse Shell ont aussi critiqué la gamification, pour moi, à juste titre. Souvent, on est un peu dans un paradigme où on est un peu dans un état d'esprit de chocoification. Ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on se dit, ben, les jeux vidéo créent de l'engagement. Les jeux vidéo sont comme une sorte de sauce au chocolat. Puis si on le met sur à peu près n'importe quoi, on va rendre n'importe quoi un peu plus appétissant. Mais pour reprendre l'image que Jesse Shell donnait, sur des épinards bouillis, par exemple, même si je nappe avec du chocolat, je ne vais pas rendre nécessairement les épinards bouillis plus appétissants. Donc ça marche bien la gamification, mais le contexte est important. Puis une des raisons pourquoi la gamification marche souvent bien à court terme, mais mal à long terme, c'est surtout parce qu'on a une mécompréhension des motivateurs qui sont intrinsèques versus extrinsèques. Puis pourtant, c'est des choses qu'on connaît depuis Skinner puis depuis Pavlov, mais c'est bon un petit peu de le rappeler. Puis je vais passer vite là-dessus, mais juste, il y a plusieurs expériences que Alfie Kohn donne dans son livre. Mais un des exemples qu'il donne, c'est l'exemple des dessins. Ils prennent deux groupes d'enfants, puis ils leur demandent de faire des dessins pendant 1 heure. On va participer à un atelier de travail. Pendant 1 heure, on va faire des dessins. Dessinés sur une feuille de papier. Donc, à un groupe d'enfants, on leur dit on va vous donner pendant 1 heure $1 par dessin que vous allez produire. Puis à l'autre groupe d'enfants, on leur dit rien. Évidemment, quand l'heure se termine, les enfants qui étaient payés pour faire des dessins ont fait une grande quantité de dessins parce qu'ils ont maximisé les profits. Et puis, quand l'heure finit, 90% des enfants arrêtent de dessiner. Parce que je ne vais pas faire gratuitement quelque chose pour lequel on me paye. Versus les jeunes qui, eux, étaient dans le groupe dans lequel on ne leur a pas offert d'argent, mais au bout de l'heure, ils avaient fait 1 ou 2 dessins. Puis quand l'activité était terminée, la plupart ont continué à dessiner pour au moins terminer leur dessin. Donc ça illustre un peu la différence entre des motivateurs extrinsèques versus des motivateurs intrinsèques. Dans le cas de la gamification, souvent, ce qu'on essaie de faire, c'est de donner une récompense ou des points ou des badges. Motivateur extrinsèque, c'est bon pour motiver ou modifier le comportement d'un utilisateur, mais sur une courte période de temps. Si on veut transformer vraiment le comportement de quelqu'un, il faut vraiment voir quels sont les motivateurs intrinsèques. Et pour ça, on peut revenir au moins à la théorie de l'autodétermination, autonomie, compétence et puis la transcendance. Le troisième mouvement qui est important aussi d'avoir en tête quand on parle de ville jouable, c'est la démocratisation de la technologie. Donc, même si on n'est pas d'accord avec les thèses de Ray Kurzweil sur la singularité, ce qui est sûr, c'est qu'on est dans une courbe vraiment exponentielle d'innovation technologique. Ce n'est pas nécessairement juste, on va dire, enthousiaste de le reconnaître, mais depuis les dernières années, les innovations technologiques vont à un rythme tel qu'on a de la difficulté à comprendre exactement vers où ça s'en va puis comment on peut les utiliser. Puis ça, c'est dans plein de domaines, que ce soit l'intelligence artificielle,
ou les métadonnées, par exemple. Une des choses qui rend les villes de plus en plus jouables, c'est le concept vraiment de ambient technology ou de ambient intelligence. On est rendu à un point, on est rendu très près du point où les technologies sont ubiquitaires. Donc, je vais montrer l'exemple du quartier des spectacles. N'importe où je me trouve dans le quartier des spectacles, j'ai accès à une connexion Wi-Fi, j'ai accès à de l'information, à des échanges de données, de plus en plus attentive, encore plus dans les prochaines années grâce au Internet of Things, grâce à du biofeedback ou à des objets connectés. Non seulement je suis dans un endroit où j'ai accès à de l'information à travers les systèmes ubiquitaires, mais en plus l'information s'adapte à mon profil et à qui je suis. De plus en plus transparente, de moins en moins on va avoir des écrans, mais l'information va être accessible à travers des interfaces qui vont être presque transparentes. Puis l'intelligence, ben, ça aussi, c'est quelque chose qui est en train de se développer. De plus en plus, la technologie est capable de gérer de l'information puis de créer de l'information. Donc, je vais passer rapidement par-dessus ça. Donc, si, avant de rentrer dans les détails, on prend le quartier des spectacles. Le quartier des spectacles a comme vraiment mission de devenir une ville jouable à très court terme. Donc, c'est un plan qu'ils ont établi depuis les 6 dernières années. Puis depuis 6 ans, ils ont vraiment investi énormément d'argent, un peu plus d'une centaine de millions de dollars, dans d'abord des infrastructures technologiques. Donc, si on prend un petit peu tout ce qu'ils ont fait, ils ont un réseau énorme de fibres optiques qui regroupe à peu près tous les points centraux du quartier des spectacles à Montréal. Donc, c'est l'endroit où il y a tous les festivals pendant l'été, le festival de jazz, entre autres, le festival Juste pour rire. Pendant l'été en général, là, il y a chaque semaine un événement. Donc, non seulement ils ont de la fibre optique, mais aussi tout est connecté à partir d'un point central. C'est-à-dire que tu peux contrôler les chutes d'eau, tu peux contrôler l'éclairage. Ils font énormément de vidéo mapping. Donc, si vous promenez à Montréal dans le quartier des spectacles, à chaque soir, il y a une tonne de films qui sont projetés sur les immeubles. Donc, ils contrôlent toute une tonne de choses. Et puis, vraiment, ils ont lancé plusieurs projets dans lesquels ils ont des appels d'offres. Par exemple, ça ici, c'est luminothérapie pour rendre la ville de plus en plus jouable. Donc, à travers luminothérapie, ils font des forêts dans la ville de Montréal qui sont en lumière et en couleur, dans lesquelles on peut se déplacer la nuit. Ils font pas mal de jeux aussi dans lesquels on peut interagir. Donc ça, par exemple, c'était Fascinoscope, il y a Moment Factory qui a travaillé là-dessus. Plusieurs autres entreprises montréalaises aussi ont travaillé sur différents projets. Et puis, un des projets qui a eu quand même pas mal de popularité, c'est les balançoires musicales. Donc, ils en ont mis un petit peu partout dans la ville. Tu peux te balancer, puis au fur et à mesure que tu te balances, ça crée une mélodie. Puis quand il y a plusieurs gens qui se balancent en même temps ensemble, ben, ça crée une musique qui est unique aux utilisateurs. Une des choses importantes à comprendre avant d'aller plus loin, c'est vraiment la distinction, puis c'est malheureux un peu, c'est Roger Caillois qui en parlait, c'est malheureux un peu parce que la langue française est riche, puis la langue française est poétique, mais il y a une chose que la langue française, pour laquelle la langue française est imprécise, c'est le concept de jeu. En fait, en français, on a le terme jouer puis jeu qui identifie à peu près la même chose. Versus ce que Caillois nous rappelle, le terme païda en grec puis ludus, ou plutôt en anglais, le concept de play versus le concept de game. C'est quelque chose de très, très, très important pour la suite et pour les villes jouables. Le play, c'est vraiment la première interaction dans le cercle magique. C'est vraiment le suspension of disbelief. C'est vraiment quelque chose qui est anarchique. Les règles peuvent changer au fur et à mesure. Je suis vraiment dans un contexte de découverte, d'improvisation, d'exploration. Versus le game, là, on est vraiment dans un système complexe, dans un système de règles. Dans un jeu comme les échecs, par exemple, je peux déployer une stratégie. Je peux devenir meilleur. Je peux déployer certains efforts. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Le quartier des spectacles, pour l'instant, c'est surtout intéressé à tout ce qui était du playful design. Donc, le playful design dans le contexte de, par exemple, la nouvelle Babylone, ça permet vraiment de créer des espaces dans lesquels les citoyens peuvent briser l'isolement, peuvent découvrir, peuvent partager, peuvent aller vers l'autre dans un contexte sécuritaire. Versus, donc, quand on parle de gamification, on devrait plus être dans cet état d'esprit-là. Est-ce que je crée un système qui est playful ou est-ce que je crée un système qui est gameful? Quand on est dans un système gameful, on a l'opportunité maintenant de régler des problèmes parce que les utilisateurs vont pouvoir être engagés, mais les utilisateurs vont pouvoir aussi déployer des stratégies qui vont pouvoir interagir avec le système d'une façon structurée. Donc, le quartier des spectacles a lancé une initiative dans laquelle nous, on travaille, à travers laquelle je me suis impliqué
Non seulement parce que l'UQAT est partenaire, mais parce que la coopérative, la Guilde aussi est partenaire. Ce qu'on va faire un peu, c'est ce que vous allez faire cette semaine, puis je pense vraiment que c'est une des meilleures choses à faire pour développer la créativité, pour amener des nouvelles idées. Donc, ce qu'on va faire, c'est un game jam le 3, 4 et 5 juin avec l'Opéra de Montréal. Donc, l'Opéra de Montréal va donner un thème. Il va y avoir des créateurs de jeux, des entreprises de jeux de Montréal puis des entreprises de Québec qui vont avoir 48 heures, comme vous allez faire cette semaine, pour créer des prototypes sur le thème donné par l'Opéra, mais aussi dans le contexte de se déployer dans l'espace urbain. Donc, les deux contraintes, ça va être le thème donné par l'Opéra puis se déployer dans l'espace urbain. Donc, ça règle un petit peu, c'est le genre d'initiative qui permet du travail multidisciplinaire. Ça va être des entreprises de jeux, des studios indépendants. Et dans chacun des studios indépendants, il va y avoir quelqu'un de l'Opéra de Montréal qui va participer. Puis il va y avoir des étudiants aussi qui vont compléter chacune des équipes. Puis les étudiants pourront aussi avoir leurs équipes. Mais donc, c'est le genre d'initiative qui permet aussi de passer de Playful City à un peu plus Gameful City. Donc, juste en conclusion un peu, la ville jouable, ça se positionne vraiment comme la volonté des humains de se réapproprier la ville. Il y a plein de façons à travers lesquelles on peut le faire, mais le jeu permet vraiment de briser l'isolement et d'aller à la découverte de l'autre. On va le voir dans certains exemples, mais aussi, ça permet de trouver des solutions à des problèmes complexes et des problèmes qui sont modernes. Si on regarde certains exemples, les jeux... en fait, il reste combien de temps? On peut aller pour un autre 10 minutes. OK. Donc, ce que je vais faire, c'est... les exemples sont dans mes slides. Je pourrais vous les laisser. Il y a plusieurs exemples de projets, de jeux qui ont été faits. Les jeux en réalité alternée, je sais qu'il y aura d'autres projets qui vont être présentés un peu plus tard aujourd'hui. Beaucoup ont été faits. À Montréal, plusieurs ont été faits. J'ai laissé celui ici de New York. Mais ça permet vraiment de découvrir la ville d'une autre façon, partir dans une chasse au trésor puis d'aller chercher de l'information qu'on n'aurait pas autrement. Puis je pense que cet exemple-là aussi est bon quand on parle de jeux en réalité alternée. Malheureusement, pour l'instant, c'est surtout les firmes de marketing qui réussissent à faire les meilleurs projets. Ce projet-là, c'était un jeu en réalité alternée qui a été fait il y a quelques années pour faire la promotion du film de Batman de Nolan, The Dark Knight. Puis ce qu'on devait faire vraiment, c'est à chaque semaine, il y avait de l'information sur ce qui est en train de se passer à Gotham. Puis donc les gens pouvaient supporter un des personnages de Batman, Harvey Quinn. Dans le summum du jeu, il y avait des dizaines de milliers de personnes qui se sont ralliées dans des manifestations politiques pour un faux politicien, un politicien d'un jeu. Donc toute une clientèle de jeunes qui sont apolitisés, qui ont participé à des rallyes politiques à travers un jeu, qui ont été engagés, qui ont donné des tracts. C'est le genre de projets qui sont possibles aujourd'hui. Je vais passer un peu rapidement sur la plupart des expériences qui sont intéressantes, puis on pourra en discuter au cours de la journée si vous voulez. On pourra en discuter officieusement. Mais je voudrais juste finir puis avoir l'opportunité de parler un petit peu sur un des potentiels dangers de la gamification. Puis je pense que c'est quelque chose quand même qui c'est important d'en parler. En fait, la gamification, de la manière qu'elle est utilisée maintenant, elle utilise le cercle magique, puis elle utilise le cercle magique d'abord et avant tout pour générer des données. Puis vraiment, le 21e siècle, ça va être le siècle des données, du big data. Ça, c'est clair qu'on est dans un siècle qui va être guidé, puis qui va être dominé par des algorithmes, puis qui va être dominé par qui est capable de gérer l'information. Donc, le big data, c'est intéressant parce que ça peut régler plusieurs problèmes. La ville de New York, par exemple, utilise ces données-là pour positionner sa flotte d'ambulances. Ils ont réussi à réduire de façon significative, par exemple, le temps d'intervention des ambulances. La ville de Los Angeles fait la même chose pour son service de police. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que quand on demande à des utilisateurs de nous donner des données, les utilisateurs, en général, sont sur la défensive. Donc, si je demandais, par exemple, à travers un sondage, qu'est-ce que vous avez fait hier soir? Qu'est-ce que vous avez mangé? Qu'est-ce que vous pensez? Les gens, en général, ont une sorte de résistance à partager de l'information, à donner de l'information. On ne veut pas donner notre email dans n'importe quelle liste de sollicitations parce qu'on ne veut pas trop partager nos données. Mais quand on est à l'intérieur du cercle magique, quand on est dans un contexte de jeu, comme Facebook, par exemple, c'est un jeu. Quand on est dans cet environnement-là, dans ce cercle où je me sens en sécurité, d'un coup, je partage de l'information, puis je donne encore plus d'informations que vous auriez pu me demander. Puis on est au Québec, puis ça se fait maintenant, il y a plusieurs entreprises, assureurs de santé qui le font aux États-Unis.
On a au Québec une coopérative bancaire qui s'appelle Desjardins, qui a lancé un projet qui s'appelle Ajusto, sous la forme d'un jeu ou d'une application gamifiée. C'est une application qui vous suit tout le temps. Vous êtes dans la voiture. Si vous conduisez bien, s'il n'y a pas de freinage abrupt, si vous vous arrêtez aux lumières rouges, vous gagnez des points. Puis vous pouvez avoir 25 % de réduction sur vos assurances automobiles. Toutes ces données-là, Desjardins les accumule. Puis ils ont déjà toutes tes données bancaires, ta carte de crédit, dans quoi tu dépenses de l'argent, qu'est-ce que tu fais avec. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de complot ou quoi que ce soit, mais Desjardins, c'est beaucoup d'utilisation sur l'utilisateur. Ces plateformes-là risquent de se démocratiser de plus en plus. Puis là, on a un exemple de corporation qui les développe. Mais c'est aussi important de savoir qu'à l'heure actuelle, un groupe, l'Amazon chinois, Alibaba, lance une plateforme en Chine qui s'appelle Sesame Credit. Puis le but de la plateforme, c'est de gamifier l'obéissance civile. C'est pas comme ça exactement que c'est dit, mais au bout du compte, dans la plateforme, je vais gagner des points quand je vais relayer de l'information officielle. Je vais gagner des avantages, plus j'aurai des points dans la plateforme. Puis ce qui détermine un peu mon score, puis ma cote dans Sesame Credit, c'est moi, puis c'est aussi tous les gens que je connais. Donc si dans mes amis Facebook, sur Sesame Credit, j'ai des gens qui sont pas nécessairement des bons citoyens, ma cote à moi va en souffrir. Donc, ces plateformes de gamification-là, ces plateformes de data-là, peuvent participer à résoudre des problèmes, comme on l'a vu avec Foldit, puis comme les dizaines d'exemples que j'avais dans mes slides, mais peuvent participer aussi dans le fond, créer des systèmes qui vont contrôler ou qui vont orienter les utilisateurs. C'est important d'y être conscientisé. Donc, comme je pense que j'ai épuisé un peu... Tu peux encore, un autre 5 minutes si tu veux. Ah, bon, mais si on peut avoir un peu plus de temps, juste si on prend des exemples sur des exemples de gamification. Est-ce que vous avez entendu parler de ce projet-là? Ça a été financé par Volkswagen. Volkswagen a un genre d'incubateur qui s'appelle Fun Theory, donc il donne de l'argent à des projets de gamification. Ça a été fait en Suède, si je me rappelle bien, ou en Allemagne. Puis ce que c'était une loterie sur les mauvais conducteurs. Donc on mettait des radars à différents endroits. Puis, si tu conduisais plus vite que la limite permise de vitesse, non seulement tu avais une contravention, mais la contravention allait dans un pot collectif. Puis ceux qui conduisent bien, ils étaient automatiquement inscrits aussi dans la loterie. Donc ceux qui sont des conducteurs délinquants, dans le fond, créaient une bourse qui allait être redistribuée aux bons conducteurs. Donc, ça a fait beaucoup rire, puis beaucoup de gens ont trouvé que c'était intéressant. Puis les résultats du projet pilote montraient que ça avait vraiment un impact sur le comportement de conduite des utilisateurs. Donc, dans un contexte d'urbanisation, c'est quelque chose d'intéressant. Mais encore une fois, ici, on a un problème vraiment de comportement à court terme versus comportement à long terme. Pourquoi est-ce que les utilisateurs conduisent bien? Est-ce que vraiment c'est parce qu'on a transformé leur comportement à long terme, parce que vraiment c'est une motivation qui est intrinsèque, ou est-ce que c'est juste, encore une fois, une sorte de récompense financière ou des renforcements extrinsèques qui vont motiver la participation? Un projet un peu plus intéressant, en fait, en Angleterre, dans la ville de Brighton, on a pris une rue, puis la rue devait collectivement réduire sa facture d'électricité. Donc, à chaque jour, on leur donnait un petit peu des trucs, puis à chaque jour, on leur avait donné un compteur. Donc, ça leur donnait combien d'énergie ils avaient utilisé dans cette journée-là. Puis à chaque jour, des gens venaient pour peindre dans la rue. Donc, ils peignaient à chaque fois par-dessus les statistiques. Donc, quelle maison a dépensé plus, quelle maison a dépensé moins. Puis on s'est rendu compte que les gens ont été tout d'un coup conscients que collectivement, s'ils partaient tous en même temps, les électroménagers, la sécheuse, la laveuse, des trucs comme ça, ben ça faisait grimper un peu la consommation globale de la rue. Fait que les gens ont commencé à discuter entre eux, plus ceux qui passaient dans la rue, comme c'était l'information était donnée sous forme un peu sur un UX qui était assez digeste pour les utilisateurs. Ça a aussi été le point d'amorce de discussion entre des gens qui passaient dans la rue puis des gens qui habitent dans la rue. C'est le genre de projets qui sont intéressants, mais qui sont toujours des stunts de marketing. Donc, il n'y a pas vraiment de suivi. C'est pas vraiment intégré dans l'arsenal urbain. C'est juste des projets qui sont porteurs qui sont porteurs, mais qui sont en général abandonnés.
un projet super intéressant qui sort du Game for Change. C'est quelque chose qui est assez populaire à New York depuis 2-3 ans, puis ça se fait encore, d'organiser des dîners ou des soupers collectifs. Donc, ce qu'on fait, c'est tous ceux qui participent, on leur envoie une liste des ingrédients qu'ils doivent prendre. C'est un peu un voyage culturel aussi, donc ça se fait dans différents quartiers. Dans ce cas-là, on faisait une soupe. Ben, ça peut être différentes recettes qu'on fait. Donc, chaque participant a une liste d'épicerie. Puis il y a certaines missions qu'il doit faire. Donc, pour se rendre à l'endroit, non seulement c'est d'acheter certains ingrédients, mais c'est aussi, dans certains cas, d'avoir discuté avec un des commerçants, d'avoir invité une personne sur la rue à participer au souper. Donc, on est encore une fois dans quelque chose de plus playful à l'intérieur du cercle magique, mais c'est pour permettre de découvrir un quartier à son rythme, avec l'autonomie, aller vers les autres, discuter, et après, collectivement, ensemble, on se fait un souper. Donc, ce genre de playable city-là, ou de choses qui sont faciles à mettre en place, c'est des choses qui sont populaires ou qui peuvent être faites. Un autre projet qui a été assez intéressant à Montréal, l'été dernier, dans le quartier des spectacles, c'est Jonathan Bellil qui travaille beaucoup sur tout ce qui est transmédiatique. Là, dans ce cas-là, on avait un conte amérindien. Donc, c'est un conte amérindien qui était projeté sur un écran. Mais pour activer le conte, il fallait lire. Donc, à partir d'un livre, il fallait lire à haute voix. Il y avait un micro qui prenait l'intonation de la voix, puis selon l'intonation du lecteur, faisait défiler le récit, le film, à un certain rythme. Donc, plusieurs bornes avaient été disposées à différents endroits de Montréal, puis ça permettait aussi de faire la promotion différentes cultures, de découvrir aussi des espaces. Mais ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de gens se rassemblaient ensemble pour lire collectivement ces contes-là, puis partager un peu des émotions sur des œuvres interactives. Des projets aussi qui sont de plus en plus populaires, puis ça va être le dernier dont je vais parler. En France, il y a plusieurs à Paris des abribus interactifs. À Montréal aussi, des abribus interactifs. Il y a des projets maintenant qui utilisent des jeux de trivia. Donc, les trivia, ça marche assez bien parce que c'est des jeux qui plaisent à une large démographie sur, par exemple, l'empreinte énergétique ou différents thèmes qui sont intéressants, qui permettent de générer du data intéressant pour la ville de Montréal. Ça permet de mettre les communautés ensemble. Donc, si je suis en train d'attendre à l'abribus avec mon téléphone, puis un tag NFC, je peux avoir une série d'une dizaine de questions, y répondre, puis selon les résultats de mes réponses, la ligne d'autobus sur laquelle je suis ou mon quartier gagne des points. Puis les quartiers de Montréal sont un peu en opposition sur qui comprend le plus, c'est quoi l'empreinte de carbone, qui comprend le plus, différentes choses comme ça. Donc ça permet aux décideurs municipaux d'avoir de l'information sur le niveau de connaissance, de compréhension sur certains thèmes qui sont d'intérêt public. Donc, je vais m'interrompre ici puis laisser la suite de la journée se passer. Merci beaucoup d'avoir été attentifs. Donc, comme je le mentionnais un peu plus tôt, on a un peu plus de temps. Je propose qu'on prenne 10-15 minutes pour échanger avec Pascal et on aura le loisir de prendre une pause un tantinet plus tardive que ce qui était initialement prévu. Donc, oui, Michel. En fait, je crois que pour le bienfait de nos auditeurs sur les interwebs, on va passer le micro. Oui, bonjour, merci beaucoup. J'attends qu'il me regarde peut-être. Voilà, ça y est. Oui. Donc merci beaucoup. J'aurais beaucoup de plaisir à discuter hors champ avec vous parce que ça m'intéresse fortement. Donc Michel Durand-Part, Université de Toulon et Laboratoire I3M et Ingémédia. Je trouve que vous avez balayé beaucoup de choses. Vous avez eu un peu de temps aussi. C'était très très intéressant avec beaucoup d'enjeux. Vous êtes en thèse, hein, je suppose, non? Non, Non. Je suis en train de compléter ma maîtrise. Ah, ok, d'accord, ok. Parce que je voyais un peu un arrière-plan de thèse derrière ça, mais ok. J'ai beaucoup aimé, surtout sur la fin, quand vous soulignez des risques, etc. Alors, je suis pas du tout un spécialiste des jeux en réseau, ou vraiment des jeux, quoi. Et c'était important que vous souligniez effectivement les limites parfois de la langue, du sémantique de la langue par rapport à la langue scientifique, quoi. C'est vrai que en France, on a beaucoup de mal, du coup, avec la notion de jeu seul, de pouvoir distinguer, et puis le ludo-éducatif n'est pas
forcément très satisfaisant non plus, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est intéressant que vous ayez souligné ces aspects, et puis aussi les risques, et en même temps la diversité, aussi tout ce que recouvre un peu finalement comme sociabilité aussi ces jeux. Je voudrais juste vous dire, parce que c'est un souci qu'on a quand même dans notre discipline en sciences de l'information et de la communication, de toujours rattacher ça aussi à une forme d'antériorité. Il se trouve que dans une période de ma vie, j'ai travaillé pour Lego, la fameuse entreprise que je crois tout le monde connaît, hein, les petits plots et les petites briques, alors ponctuellement pour certaines opérations. Et cette entreprise qui, je crois, maintenant a 1 siècle et demi d'existence. Le fondateur, Lego, ça vient de Let Go. Ça veut dire, c'est une contraction qui veut dire laisser jouer. Et quand il a créé cette entreprise, qui était à l'époque pas les petits plots, mais des travées en bois qu'on montait, etc., il était quasiment visionnaire parce qu'il avait toute cette notion du jeu éducatif, du jeu qui devait se transmettre de père en fils. Il a un manifeste qui est extraordinaire, où il définissait déjà une notion de jeu collectif, partagé, transmis, avec une expérience, etc., etc. Pendant très longtemps, alors pas avec le dernier descendant qui lui a mis enfin maintenant ça a été restructuré, mais qui a beaucoup sapé la culture justement de cette entreprise. Il avait défini l'idée qu'il fallait absolument que, et d'ailleurs Lego dans les années 80 a travaillé énormément avec le secteur éducatif et avait un secteur qui s'appelait Lego Dacta, qui était donc des applications technologiques transférées conformes aux instructions en France, notamment de l'éducation nationale. Donc il y avait une approche vraiment à la fois du ludique, du jeu, la réflexion, de l'interaction, de l'expérience partagée, etc. Donc toujours faire attention à cette antériorité qui a, c'est-à-dire que le jeu vidéo ou les jeux sérieux n'ont pas inventé forcément tout un ensemble de notions. Alors bien sûr qu'il y a quelque chose de novateur, forcément, ne serait-ce que sur les dynamiques techniques et sur les extensions que ça suppose. Mais quand on regarde par exemple le patrimoine d'une société comme Lego, qui a un énorme parc qui s'appelle Legoland aussi, et qui va très très loin dans ses applications et dans le monde social qu'elle prétend toucher, et ils ont travaillé très longtemps avec des gens de l'éducation nationale, des gens de l'éducation, et même ils débauchaient des gens de l'éducation nationale dont ils faisaient leur responsable de marketing ensuite, et avec la notion aussi déjà d'intégrer aussi des utilisateurs. Donc vous voyez, il y a des antériorités qui sont toujours intéressantes à regarder dans les filières qui évoluent bien sûr et qui se transforment. Mais la notion de jeu sérieux n'est pas forcément née avec le serious game, quoi, par exemple. Mais merci beaucoup pour tout ce que vous avez développé. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, interventions? Oui, Edwige? En fait... Merci pour la présentation également, je trouvais ça très intéressant. J'aurais bien aimé que vous nous reparliez d'un exemple que vous avez cité rapidement, le MMOS, l'exemple suisse que pour le coup je ne connais pas. C'est assez nouveau, il s'appelle Attila Setzer. Son projet vient juste d'être mis en ligne. Donc, il travaille avec ça s'appelle le codex protéase humain, un truc comme ça. Donc, c'est en ligne avec le génome humain. C'est à peu près le même principe que le génome humain, mais là, il faut classifier toutes les protéines possibles. Puis, ils se sont rendus compte que la bioinformatique ne permettait pas vraiment de le faire parce que ça prend un humain, là, ça prend un sens critique pour être capable de déterminer ce qui fonctionne de ce qui ne fonctionne pas. Puis là, dans ce cas-là, plutôt que d'aller comme Foldit un peu, ils ont eu une entente avec EVE-Online, qui est une plateforme, bon, vous connaissez. Et puis, il y a un module à l'intérieur d'EVE-Online qui permet aux joueurs d'aller cataloguer, si on veut, des pages et des pages de protéines. En fait, c'est des clichés, donc c'est quelque chose d'assez esthétique, puis ça marche avec la diégèse du jeu EVE-Online. Puis EVE-Online est en train de travailler pour intégrer vraiment dans l'histoire du jeu le fait qu'un joueur devienne compétent à catégoriser ou ces protéines-là. Donc, le fait de le faire dans le jeu va donner un avantage pour certaines compétences ou certaines missions ou certaines choses qui vont devoir être faites dans le jeu. Donc, c'est vraiment un projet de citizen science qui est en train d'avoir... C'est un projet pilote aussi, surtout grâce à la collaboration de EVE Online. Puis les résultats pour l'instant sont exceptionnels. Puis en fait, c'est 2 personnes qui ont travaillé sur tout le projet, là, donc sans financement vraiment ou quoi que ce soit. Donc les résultats pour ce qu'ils sont en train de faire, c'est exceptionnel. Je peux vous mettre en contact si vous voulez.
Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions ou interventions? Oui, Philippe, et ensuite... Félix. Merci pour votre intervention, c'était vraiment très très intéressant. Vous avez abordé beaucoup de choses, évidemment. Moi, je m'interrogeais si vous aviez des exemples de contenus, d'applications qui concernent les villes rurales. Parce que quelquefois, on a un peu l'impression que ce sont les grandes villes urbaines qui sont déjà très équipées, avec des populations très particulières. Je pense notamment à des quartiers un peu boboisants, ou enfin en tout cas des gens qui sont déjà aguerris. Donc là, on a pléthore de choses très intéressantes comme vous avez montré, y compris évidemment sur le plan culturel. On a très peu d'exemples de contenus, alors après avec des niveaux de jouabilité, mais qui concerneraient des populations qui par définition ont besoin d'informations. Ils sont souvent espacés. Voilà, question ouverte. C'est super pertinent. Je sais qu'au Québec, plusieurs villes essaient de devenir des villes intelligentes. Donc Magog a investi pas mal d'argent. C'est des villes un peu plus riches. Shawinigan, qui était une ville industrielle pendant longtemps, a vu toute l'industrie quitter. Donc ils étaient surtout dans l'aluminium, et dans les pâtes et papiers aussi. Puis une volonté d'investir dans des applications ludiques, mais souvent c'est pas dans l'optique de favoriser, on va dire, la vie des citoyens. C'est plus dans une optique de tourisme, être capable d'attirer des gens dans ces régions-là. Donc le Shawinigan travaille sur un projet de poésie de la région. Donc il y a 7 poètes de la région qui racontent des contes. Puis ça va être une sorte de chasse au trésor. Donc en réalité augmentée, on va pouvoir se faire raconter ces histoires-là. Dans des plus petites villes, il y a aussi des exemples qui se déploient. Mais mettons plutôt vraiment les agriculteurs, il y a plusieurs applications maintenant avec des drones, des trucs comme ça qui existent, mais qui n'utilisent pas nécessairement le contexte ou les outils ludiques nécessairement. J'avais vu un exemple d'un jeu vidéo qui a été fait pour apprendre à piloter un drone pour que des gens qui travaillent justement dans l'agriculture puissent les utiliser pour être capables d'aller voir les champs. Mais c'est à peu près le seul exemple. Encore une fois, la volonté un peu des jeux souvent ou de toutes les activités playful dans les villes, c'est de briser un peu l'isolement puis permettre aux humains de reconnecter avec des villes qui sont des mégapoles, qui sont froides. C'est peut-être un contexte qui est moins réel dans des milieux ruraux où déjà les gens se connaissent plus. Le problème du jeu des enfants, il y a très peu d'espace où des jeunes peuvent jouer dans des ruelles à Montréal, par exemple, parce que les parents ont peur, ne connaissent pas les voisins nécessairement. Donc il y a une sorte de méfiance vis-à-vis des autres qu'on retrouve moins dans les régions plutôt rurales. Alors, je posais la question parce que des fois on a un petit peu le cliché sur le fait que les gens dans les habitats ruraux se parlent, mais on constate souvent que ce sont surtout les villes moyennes. Il y a une désertification qui est à l'œuvre et en fait ils sont confrontés à des problèmes d'isolement vraiment très importants, plus un service public qui disparaît peu à peu. Donc besoin de services aussi. Oui, absolument, c'est hyper pertinent. Après, il y a toujours le problème du financement. Puis, dans les 10 dernières années, j'ai vu une progression fulgurante pour tout ce qui touche aux jeux sérieux. Puis quand on parle de jeux sérieux, pas juste des jeux vidéo ou des applications, mais vraiment des différentes formes de jeux. Puis je pense qu'avec de plus en plus d'exemples positifs, on va pouvoir vraiment commencer à intégrer ça. Encore une fois aussi, c'est important de dire, puis c'est pas dans une présentation, mais je travaille beaucoup avec des chercheurs de l'UQAM, par exemple, qui sont très critiques par rapport au jeu, puis qui parlent beaucoup aussi de l'idéologie californienne. Puis quand ils parlent d'idéologie californienne ou de la Silicon Valley, ils parlent vraiment de cet enthousiasme-là un petit peu, des fois, naïf, que la technologie va régler tous les problèmes, que Internet va régler tous les problèmes. Il y a des applications comme Happify pour t'aider à être plus heureux dans la vie. On est très dans la quick fix, on va prendre une pilule, tout va être plus facile. Donc dans vraiment ce qu'on est capable de faire avec les jeux, il faut tout le temps être conscient du contexte. Puis comment est-ce qu'on va intégrer ça c'est un outil parmi une pléthore d'outils. Puis souvent, ça, c'est pas vu. Souvent, les décideurs mettent de l'argent dans un projet en se disant « je vais mettre 200 000 $, je vais avoir une application », mais la suite, le suivi, comment est-ce que ça s'intègre? C'est qui va entretenir les serveurs? Toutes ces questions-là sont en fait... Donc, on a beaucoup d'exemples de pendant 2-3 ans ou pendant 1 an, ça s'est déployé, puis après, c'est tombé rapidement en désuétude parce qu'il n'y avait pas une vision, une stratégie d'intégration. C'est ça. Donc ça, c'est un problème majeur, autant pour les grandes villes que pour les petites villes, mais les grandes villes ont moins des infrastructures qui le permettent, les petites villes, moins. On avait une autre question, intervention. Non,
fond, je m'en allais pas mal dans ce créneau-là aussi, dans ce trajet-là. Je ressens un certain malaise par rapport aux deux jeux que vous avez montrés, celui de Volkswagen, Ouais. puis celui en Angleterre, je crois, sur la rue propre. Ouais. Je ressens un certain malaise par rapport à ça parce que c'est imposé aux utilisateurs, c'est pas proposé aux gens dans la rue, mettons celui de l'Angleterre. Ouais. Fait que rendu là, c'est... Non, celui de Classe l'Angleterre, c'était proposé. Ah, c'était proposé. Ouais, celui d'Allemagne, là, la loterie, non, c'est un projet pilote, c'est une borne, puis si t'as une contravention, t'as une contravention, mais là, ils ont changé. Au lieu d'aller dans les coffres de l'État, ça allait. Mais dans celui en Angleterre, c'était sur une base volontaire. Ok, tant mieux, parce que ça aurait été malaisant que Mais ça, ça soit c'est imposé un- puis que c'est ça un- classe la population. Ouais. Le point de M. Libérali est super pertinent aussi, puis c'est quelque chose qu'on oublie souvent, que les décideurs oublient par rapport au jeu. Le concept de cercle magique, l'idée de cercle magique sous-entend qu'on entre volontairement dans une relation de jeu. Ça, c'est une des raisons pourquoi les jeux éducatifs marchent très très mal, puis tout le ludo-éducatif marche mal. Je peux pas forcer quelqu'un à jouer, puis je peux pas forcer quelqu'un à entrer dans une attitude ludique, dans le cercle magique. Donc, souvent de dire on va faire un jeu, puis les gens vont jouer, ben, le marketing, la porte d'entrée est super importante. On rate complètement notre cible si on veut forcer quelqu'un à jouer, parce qu'on peut pas. Ça devient une punition sinon. Peut-être presque. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou interventions? On a quelques instants, mais j'ai envie de m'en permettre une. En fait, la dernière intervention m'amenait à une question que moi j'avais envie de poser au sujet. Tu as mentionné, là je ne veux pas me tromper, Sesame Credit, c'est ça, en Chine, où il y a une espèce de presque, on pourrait parler d'autosurveillance. Ouais. Ça revient à la question, est-ce que c'est imposé ou est-ce que c'est de mon plein gré que j'entre dans un univers ludique et du coup, je me retrouve dans... On m'a posé beaucoup de questions là-dessus, puis c'est entre autres une émission, un vlog qui s'appelle Extra Credit, qui est un des premiers à avoir parlé de ce projet-là. Donc depuis, j'ai fait de la recherche. L'information est partielle. Okay. Donc pour l'instant, c'est sur une base volontaire. Donc, juste ceux qui veulent s'inscrivent. Puis c'est pas dans toutes les villes, c'est dans certaines villes de Chine. La rumeur disait qu'en 2020, ce serait obligatoire d'être sur la plateforme, mais j'ai trouvé aucune source officielle qui le disait, donc je sais pas si c'est vrai ou pas vrai. Puis est-ce qu'on a des équivalents occidentaux là, en Europe ou en Amérique du Nord de ce genre d'environnement? Ben si on pense que la vie est un jeu. Puis ça, on voit des systèmes de jeu partout. Equifax, la cote de crédit est déjà un truc similaire dans lequel on a des bonus ou pas des bonus en fonction de si on est un consommateur qui est responsable ou non responsable. Donc souvent, on s'inquiète un petit peu de ce qui vient d'autres régimes, mais ça existe déjà pas mal ici sous différentes formes. C'est juste que c'est des formes souvent qui ne montrent pas leur visage, tandis que là, ben, c'est dit. C'est plus limpide. Ouais. Et est-ce que, dernière question, est-ce qu'il y a beaucoup d'écrits ou d'approches un peu plus critiques face à ce genre d'environnement où la ludification impose presque une surveillance, on pourrait dire, foucaldienne, là, où on est vraiment, on se pose soi-même là, dans un... Ben, à l'UQAM, Maud Bonenfant, puis son équipe okay. sont vraiment dans la théorie critique, puis ils regardent les jeux dans une perspective plus large. Okay. Mais je sais qu'en France aussi, il y a beaucoup de recherches qui se font, pas juste sur faire des jeux. Les Français sont, dans tout ce qui touche les jeux sérieux, les Français ont une bonne longueur d'avance sur ce qu'on fait au Québec. Là, et ça fait des années qu'ils en font. Souvent avec plus ou moins de succès, c'est pas tout le temps bon ce qu'ils ont fait, là, mais ils ont un corpus scientifique beaucoup plus important que le nôtre. On a très peu de chercheurs ici. On a quelques PhD. Danny Godin, qui est un chercheur exceptionnel avec vous. Qu'on connaît bien. Oui, exactement. Mais il n'y a pas encore beaucoup de doctorants là-dessus. C'est une science toute jeune. Ce qui est excitant vraiment avec ce qu'on est en train de vivre, c'est que les opportunités sont immenses dans la mesure où le média du jeu vidéo a 70 ans tout au plus, 50 ans vraiment. C'est comme nous-mêmes là, qui sortons des écoles maintenant, on est la 4e génération de designers de jeux. Les modèles ont changé rapidement, donc tout ce qui est possible de faire, c'est encore très peu documenté. Même si pour les jeux sérieux, il y a un corpus qui date depuis les années 70, ça reste quand même qu'on a très peu de données sur... Il y a beaucoup de projets qui ne sont même pas encore faits. En fait. Ouais. Donc c'est C'est en pleine effervescence, ouais, c'est excitant. Je vous encourage à faire des jeux. Puis
Et à les étudier. Exactement. Est-ce qu'il y a, avant qu'on aille en pause, des questions ou interventions de dernière minute? On aurait le temps? Non? OK. Bon, bien, écoutez, je propose que nous prenions, tel que c'était prévu à l'horaire, une pause de 20 minutes. Donc, on pourrait se retrouver à 15h30 pour un premier panel aujourd'hui. Donc, voilà. Merci beaucoup. Ah ouais?